Dans l'actualité ce soir, la signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société d'exploitation hôtelière de l'Indénié pour formaliser le dit partenariat. Eh bien, l'État de Côte d'Ivoire cède 10 villas attenantes à l'hôtel Indénié, c'est dans la ville d'Abangoro. 7 milliards de francs CFA pour renforcer la paix en Côte d'Ivoire. Le système des Nations Unies entend appuyer davantage le pays dans la recherche de la paix. Annonce faite par le coordonnateur résident du système au thème d'une réunion avec le ministre du Plan et du Développement. Première apparition du président burundais depuis la tentative de coup d'État manqué. Pierre Nkurunziza est apparu dimanche à son palais de Bujumbura. Il s'est exprimé devant les journalistes de la presse nationale et internationale sans pour autant évoquer les derniers événements politiques de son pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. On démarre avec cette signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société d'exploitation hôtelière de l'Indénié. Pour formaliser ce partenariat, eh bien, l'État de Côte d'Ivoire a cédé 10 villas attenantes à l'hôtel Indénié de la ville d'Abangoro. Compte rendu, Maïsako. 10 villas attenantes à l'hôtel Indénié d'Abangoro vont bientôt être réhabilitées. Elles ont été cédées par l'État de Côte d'Ivoire à la Société d'exploitation touristique et hôtelière de l'Indénié pour un montant de 45 millions de francs CFA. La signature de convention entre les deux parties se situe dans le cadre du processus de privatisation du complexe hôtelier entamé depuis 14 ans. Avec cette acquisition, c'est un investissement de plus de 200 millions que mes partenaires, tous originaires de la région, comme moi, allons mobiliser pour leur réhabilitation. C'est une grande opportunité d'affaires avec une trentaine d'emplois, dont 17 directs et 13 indirects, qui seront ainsi créés, en plus des 30 emplois existants pour la première opération de privatisation, soit un total de 60 emplois. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan s'est félicité de la cession des 10 villas. Ces décisions permettent non seulement à des nationaux de participer à l'essor économique de leur pays, mais permettra au tourisme ivoirien, notamment celui de la région d'Indénié-Tuablin, de retrouver une nouvelle vitalité par l'amélioration de l'offre de services. Selon le chef du gouvernement, d'autres hôtels sont encore dans le patrimoine de l'État. Ils pourraient être cédés au secteur privé dans le souci d'accroître la compétitivité. La Côte d'Ivoire se prépare pour la 21e conférence des parties, COP21, conférence sur le changement climatique. Ce sera du 30 novembre au 11 décembre prochain à Paris, capitale française. Pour se donner les moyens d'y participer de façon efficiente, eh bien, le pays a mis sur pied un comité national. Le Premier ministre en a officiellement lancé les activités. C'était lors d'une cérémonie suivie pour vous par Maï Sako. La 21e conférence des parties sur le changement climatique constitue un tournant décisif dans les négociations internationales sur le climat. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies, dont la Côte d'Ivoire, vont se réunir à Paris, capitale française. Ils devront aboutir à l'adoption d'un premier accord universel qui va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Ce sera une première après le protocole de Kyoto. Au-delà d'une augmentation de 2 degrés Celsius, la température terrestre, les conditions de vie sur la planète Terre deviendront insupportables, et ce, du fait de la survenue des catastrophes telles que les phénomènes météorologiques extrêmes, tempêtes, cyclones, ouragans, l'élévation du niveau de la mer, les inondations, les famines, les maladies et j'en passe. L'enjeu est un consensus mondial sur les mesures concrètes à arrêter pour limiter cette augmentation de la température en diminuant la production de gaz à effet de serre. Les changements climatiques et ses effets néfastes sont une réalité. La Côte d'Ivoire en est consciente. Elle a pris la pleine mesure des enjeux de la prochaine rencontre de Paris sur le climat. L'engagement du gouvernement ivoirien sur la question des changements climatiques vise à apporter des solutions globales et des réponses concrètes pour une préparation efficiente de la Côte d'Ivoire à la COP 21. À cet effet, nous avons pris l'arrêté 224 du 23 avril 2015 portant attribution, organisation et fonctionnement de la commission de préparation de la participation de la Côte d'Ivoire à la 21e conférence des parties, la COP 21, sur les changements climatiques du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France.
Cette commission de préparation renferme 3 comités, un comité de pilotage, un comité scientifique et un comité d'organisation au niveau des DIAFO, de manière à ce que toutes les parties prenantes en Côte d'Ivoire soient donc concernées. Pour mieux se préparer pour la 21e conférence des parties sur les changements climatiques, la Côte d'Ivoire participe également aux concertations sous-régionales et africaines sur le climat. Le 29 août cette année, le président de la République doit prendre part à Libreville au Gabon, au Climate South Initiative, une plateforme d'échange entre les pays du Sud. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, doit abriter du 24 au 25 juin prochain le sommet sous-régional sur le climat. 7 milliards de francs CFA pour renforcer la paix dans le pays. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire entend appuyer davantage le pays dans sa recherche de la paix. Annonce faite par le coordonnateur résident du système au thème d'une réunion avec le ministre du Plan et du Développement. Reportage. La Côte d'Ivoire renforce ainsi son partenariat avec les Nations Unies. À travers cet accord, le pays bénéficie de 7 milliards de francs CFA pour le renforcement des acquis de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ce partenariat prend en compte les programmes et projets du comité de pilotage du plan prioritaire. La mise en œuvre de la deuxième phase de ce plan devrait améliorer les conditions de vie des populations. C'est partant des résultats donc, de cette première phase que le PBF a accepté de financer donc, cette deuxième phase. Donc, l'idée, c'est essentiellement de consolider ces acquis, mais également de les étendre à d'autres zones qui sont sensibles parce que nous allons vers les élections présidentielles dans les mois qui viennent. Et par conséquent, sur la base des évaluations qui sont faites, voir quels sont les aspects sur lesquels on peut travailler pour donc renforcer la paix et la sécurité, mais également la confiance et l'entente au niveau communautaire. 2 domaines sensibles sont pris en compte par cet accord, la sécurité pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire et la résolution d'un conflit éventuel. C'est un projet qui vient donc consolider les acquis de la première phase et je crois que c'est important que nous ayons signé cet accord aujourd'hui. Ça permettra avant donc l'élection présidentielle d'agir assez rapidement dans des zones sensibles du pays pour soutenir donc le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Cette deuxième phase du plan prioritaire concerne les régions du nord, de l'ouest et du centre de la Côte d'Ivoire. Elle va durer jusqu'en 2017. Un reportage signé Hamza Diaby. On aborde à présent le récent remaniement ministériel. 3 nouveaux ministres ont fait leur entrée dans le gouvernement ivoirien, ce depuis le mercredi 13 mai dernier. Parmi elles, Azumana Moutaye, qui occupe désormais le fauteuil de ministre de l'entrepreneuriat national, de la promotion des petites et moyennes entreprises, PME, et de l'artisanat. Un retour au gouvernement pour le président du mouvement des forces d'avenir, MFA, ancien ministre de la Culture et de la Francophonie, qui est l'homme. Portrait avec Serge Coléa. Il fait partie des personnalités qui font leur entrée au gouvernement après le réaménagement technique opéré le mercredi 13 mai dernier par le président de la République. Azumana Moutaye est le ministre de l'entrepreneuriat national, de la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. L'homme est né en 1955 à Kwasi-Krakro, sous-préfecture de Kwasi-Datekro, dans la région du Gontougo. Il est ingénieur des travaux publics, issu de l'école supérieure des travaux publics ENSTP de Yamoussoukro, où il obtient son diplôme en 1980. Les charges gouvernementales ne lui sont pas étrangères, pour avoir été, de mars à décembre 2010, ministre de la Culture et de la Francophonie. Député à l'Assemblée nationale depuis 2011, Azumana Moutaye a également assumé plusieurs autres responsabilités antérieures liées à la gestion des affaires de l'État. Une longue expérience d'une trentaine d'années dont il aura besoin pour relancer l'entrepreneuriat national, les secteurs des PME et de l'artisanat. Le président du MFA, le mouvement des forces d'avenir, parti membre du RHDP, entend jouer sa partition dans la politique d'émergence engagée par le chef de l'État et les oufetis pour repositionner la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dès sa prise de fonction ce lundi 19 mai, le ministre de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat promet être à la tâche pour mériter la confiance placée en lui par le président Alassane Ouattara.
L'Institut universitaire d'Abidjan, à l'heure des technologies de l'information et de la communication, après s'être doté d'outils didactiques et pédagogiques, l'Institut vient de s'offrir une salle de visioconférence, cérémonie d'inauguration avec Guillaume Zéré et Herman Liamia. Ce geste consacre l'ouverture officielle de la salle de visioconférence de l'IUA, l'Institut universitaire d'Abidjan. Cette université a décidé de se plier aux exigences du système éducatif en incluant dans ses méthodes les TIC, les technologies de l'information et de la communication. L'enjeu de cette décision est grand et il cadre bien avec la politique du ministère des Postes et des TIC. Tout le monde sait l'importance de l'éducation des jeunes pour le président de la République. Donc mettre ces moyens modernes pour pouvoir former les jeunes, à coup sûr, ça va contribuer à l'atteinte de l'émergence, comme le souhaite le président de la République. La visioconférence est la combinaison de la vidéotéléphonie qui permet de voir et dialoguer avec un interlocuteur et de la conférence multipoint qui, elle, permet d'effectuer une réunion avec plus de 2 interlocuteurs. Exemple est donné ici et son usage peut permettre d'accroître le rendement des étudiants dans le cadre pédagogique. Avec cette technologie, nous pouvons faire appel à tous les spécialistes de par le monde pour compléter les informations, les connaissances que nous donnons aux étudiants sur place. Les TIC sont pour nous un facteur primordial de formation. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les TIC. Sans les TIC, nous ne sommes rien. Cette cérémonie d'inauguration de la salle de visioconférence a été précédée de la finale de la 2e édition du génie universitaire organisée par l'association des étudiants de cet institut. Les finalistes ont démontré leur talent oratoire sur le thème des technologies de l'information et de la communication. La victoire est revenue à la faculté de l'administration des affaires qui était opposée à celle de droit. Alassane Ouattara, le temps des opportunités, c'est le thème autour duquel s'est accentuée la tournée du président du Rassemblement des jeunes républicains, RJR, d'Ascension, était récemment en tournée de mobilisation dans le sud d'Abidjan, également dans la région du Zanzan. Compte rendu, Sidonie Davila. Alassane Ouattara, le temps des opportunités, le thème d'une tournée de mobilisation entamée par le président du Rassemblement des jeunes républicains, RJR, à Abidjan et dans le Zanzan. Selon le président du RJR d'Ascension, les firmes multinationales, les institutions, les nombreuses entreprises qui ont ouvert ou qui sont annoncées à Abidjan et la preuve que la Côte d'Ivoire est une opportunité, un bénéfice pour une jeunesse assoiffée d'emploi. Il ajoute qu'après la victoire d'octobre prochain, toute la politique du chef de l'État sera tournée sur l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. À l'en croire, l'urgence après la crise post-électorale, c'était les infrastructures, la réconciliation et la confiance avec les partenaires au développement. Le président du RJR a terminé les différents meetings avec les jeunes par cette citation. La force d'une nation, c'est sa jeunesse. Plus elle sera au travail, moins elle sera manipulée et manipulable. C'est pourquoi il a invité les jeunes à se mettre au travail pour la construction de la Côte d'Ivoire. Voilà, compte rendu commenté par Jean-Jacques Kwame. Le FPI affûte également ses armes pour les élections de 2015. Le parti était récemment en séminaire, un séminaire relatif à l'actualisation du plan du gouvernement FPI. Le Front populaire ivoirien entend jouer son rôle en participant pleinement à l'élection présidentielle. Selon Kwadio Komo et Augustin, c'est sur la base d'un bon programme de gouvernement que les Ivoiriens devront choisir leur futur président. Le FPI s'est donc penché sur la question au cours d'un séminaire portant actualisation de son programme de gouvernement. L'un des outils qui crédibilise l'action publique et politique d'un parti, c'est le programme de gouvernement qui apparaît comme une boussole. Nous avons adopté cette posture pour 3 raisons essentielles. La première, c'est d'obéir à notre idéal de transparence, de rigueur. La deuxième raison, c'est de marquer notre respect au peuple de Côte d'Ivoire. Et enfin, c'est de donner au peuple de Côte d'Ivoire les moyens de suivre, de contrôler notre action. Le président du comité d'organisation a par ailleurs relevé le désir du parti de réconcilier les Ivoiriens, d'où son choix de discours de plus en plus porté sur la réconciliation. Nous devons faire en sorte que les Ivoiriens se parlent, quels que soient les traumatismes que nous avons pu connaître, qu'ils se parlent,
que les politiques également se parlent et se retrouvent autour des fondamentaux de la République. Lors des échanges avec les journalistes, la question de la création de la coalition nationale pour le changement CNC abordée a permis de connaître la position du FPI. Le FPI continue sa marche sans être gêné par la présence de cette alliance. Le parti affirme être en coalition avec 12 autres. Le FPI compte participer à l'élection présidentielle de 2015. Le candidat du parti sera désigné les 21 et 22 mai prochains à Yopougon lors d'un congrès extraordinaire. Un autre temps fort s'annonce au programme du parti, celui de la fête de la liberté qui sera célébrée le 23 mai prochain. La reportage signée Prisca Diaoré et Sidonie Davila. Plus que 3 jours pour la visite du président de la République dans la région du Denguélé. L'événement se prépare activement. Nos équipes de reportage sont déjà dans la ville d'Odiéné. Elles ont rencontré, il y a seulement quelques heures, Madame Aminata Kone. C'est une cinquantenaire, véritable repère pour les étrangers qui traversent la cité du Kabadougou. Alexis Ouedraogo. À la fin de la crise post-électorale, Odiéné, comme plusieurs grandes villes du pays, a perdu des infrastructures. Alors que les choses se remettent peu à peu en ordre, Dame Kone veut y croire. Ça manquait à Odiéné. Beaucoup même. J'étais là, c'est pas mon métier. J'ai réfléchi et puis j'ai créé. Elle est aujourd'hui à la tête d'un important complexe hôtelier et d'un espace gastronomique qui réjouissent les visiteurs. Vraiment, ça arrange beaucoup de personnes parce que moi-même, sûrement je viens de Odiéné, mais normalement je viens travailler ici. Mais je trouve que son manger est vraiment bon. C'était tellement difficile ici que c'est la primature. Chaque soir on venait manger. Nous on venons à Yamoussoukro pour travailler. Bon, souvent on vient manger ici. Quand je créais le restaurant, dans ma tête il n'y avait pas fait d'hôtel, il n'y avait pas. Mais avec les gens qui venaient, parce que ici même au dîner, même les gens ne viennent pas trop manger au restaurant. Hein, les gens qui venaient en mission, tout et tout, j'ai vu que bon, les gens disaient mais on va dormir où? On va dormir où? Donc l'idée, moi j'ai commencé à chercher. Il fallait avoir un coin pour pouvoir créer l'hôtel. À jour J-3 de l'arrivée du chef de l'État, Dame Kone partage ses espérances. Dire un grand merci à la population d'Odiéné qui m'ont adopté. Parce que je ne suis pas d'Odiéné. Je suis de Ferké. Il y a l'alliance, donc vraiment ça passe. Vraiment que Odiéné, il y a beaucoup de choses pour Odiéné. Lui emboîtant d'ailleurs le pas, plusieurs opérateurs économiques, fils de la région, ont démarré des chantiers. Ils devraient donner un nouveau visage à Odiéné. 4 années après la crise post-électorale, il y a quelques mois seulement de l'élection présidentielle d'octobre 2015, quel est le regard de la population sur les différentes structures censées rendre justice à toutes les victimes sans distinction, consolider les tissus sociaux fissurés, réconcilier et aller ainsi à une paix durable en Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces préoccupations, un rapport d'enquête a été présenté, c'était mercredi dernier, dans une salle de l'hôtel Pullman au plateau. Hamza Diaby. Les différents mécanismes qui œuvrent dans le domaine de la justice ne sont pas suffisamment connus de la population ivoirienne. Les Ivoiriens ont confiance à la capacité de la CPI à lutter contre l'impunité. Voilà entre autres les résultats contenus dans le rapport de l'enquête réalisée par la CICPI, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Une enquête sur la perception de la justice nationale, internationale et transitionnelle en Côte d'Ivoire. Nous voulons saisir l'opportunité de la cérémonie actuelle pour féliciter le gouvernement ivoirien pour les progrès réalisés ces derniers jours dans le cadre des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale pour les rendre conformes au statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Nous les encourageons à accélérer le processus afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir la souveraineté judiciaire et la capacité juridique pour juger tous les crimes sur notre territoire.
Ce rapport d'enquête sur la perception de la justice se veut être une contribution de la CICPI pour permettre au gouvernement, à la Cour pénale internationale et à la communauté internationale de connaître le point de vue des populations afin de faire des corrections nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les accidents de la circulation tuent 600 personnes et font au moins plus 11 000 blessés chaque année, selon l'Office national de la sécurité routière OSER. La prise en charge des victimes reste une préoccupation majeure. Pour donc résoudre la question, un fonds a été créé. Il s'agit du Fonds de garantie automobile qui indemnise les victimes corporelles des accidents de la voie publique. Mais qui peut en bénéficier? Quelle procédure suivre? Eh bien, pour répondre à ces questions, le directeur général du Fonds de garantie automobile, Noël Maison-Kofi, était l'invité du 13h. Un extrait. La porte d'entrée de notre procédure d'indemnisation, d'abord, c'est il faut arriver à attester, à démontrer, à apporter la preuve que l'accident a bel et bien eu lieu. Le seul élément par lequel nous pouvons l'attester, mais bien sûr, c'est un constat. Dès qu'il y a un accident, les usagers doivent se prémunir, doivent prendre les dispositions pour faire en sorte qu'il y ait un constat. Un constat fait soit par la police, soit par la gendarmerie. Dès lors que vous nous saisissez, le mode de saisine est simple. Soit vous écrivez au Fonds de garantie automobile pour leur signifier qu'il y a eu un accident de la voie publique et que vous souhaitez être indemnisé. Soit vous nous saisissez par la voie du courrier électronique. Je vais dire notre site web est disponible, www.fga-ci.com. Vous nous saisissez par ce canal. Il y a un agent dont la mission est de traiter toutes les demandes d'indemnisation au quotidien et qui est soumis à notre disposition. Nous faisons fort de relancer les victimes qui nous ont contactés. Bien sûr, s'il y a des éléments, s'il y a un complément d'information que nous recherchons, nous sollicitons la victime pour qu'elle mette à notre disposition ces informations. On parle éducation à présent. Le mouvement d'affectation des enseignements du primaire et du secondaire est déjà au travail, ce avant même la rentrée scolaire 2015-2016. La Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement vient de boucler ses travaux. Cette année, 2249 demandes de mutation sont à traiter. C'est ce que nous dit en tout cas notre reporter Charles Tatou depuis RTI Boaké. La Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement a siégé à Yamoussoukro. Cette année, elle a enregistré plus de 2440 demandes de mutation. En plus de ces demandes des personnes déjà en poste, la Commission a à gérer également l'affectation de nouveaux agents. Ils sont au total 6022 enseignants sortis des CAFOP et de l'ENS, dont 5041 instituteurs et 981 professeurs de lycée et collège. Mais les chiffres des postes vacants dominent encore. Sur 97 397 postes déclarés, plus de 75 000 sont déjà occupés. Pour atteindre donc ces objectifs, gestion rationnelle des personnels et harmonisation des postes vacants, la Commission s'appuiera sur les outils modernes dont dispose le ministère. Il s'agit des logiciels GESMUT pour les mutations et Codipos pour la répartition équilibrée des personnels sur l'ensemble du territoire national. Outils informatiques dont les résultats sont satisfaisants. Nous sommes sûrs qu'avec le Codipos, nous allons atteindre ce que Madame le ministre a toujours souhaité, faire en sorte que devant chaque enfant de Côte d'Ivoire, il y ait un enseignant. Cependant, quelques irrégularités ont été constatées dans le fonctionnement de certaines directions régionales. Il n'est pas normal qu'un enseignant qui est recruté dans ces fonctions-là soit détourné et qu'on lui confie d'autres tâches qui n'ont rien à voir avec le métier pour lequel il a été recruté. Les travaux de la Commission contribueront à la réduction du déficit enseignant. L'école pour tous, une priorité pour l'État et partant pour les instituteurs du département de Sassandra, département qui compte encore des écoles communautaires, ce malgré les efforts de l'État à travers le programme présidentiel d'urgence. Le sujet était au centre de débat, c'était lors de la 4e édition des Journées des instituteurs à Sassandra. On en parle avec Thérèse Yoboué. La circonscription de l'enseignement primaire de Sassandra compte 144 écoles divisées en 5 secteurs pédagogiques, 33 000 écoliers encadrés par 713 instituteurs. Ces écoles sont insuffisantes malgré les efforts de l'État
à travers le programme présidentiel d'urgence. Le conseil régional et la mairie, pour atteindre l'objectif de 100% d'enfants scolarisés, font de leur mieux. Pour pallier ce déficit, des structures d'accueil des enfants, des communautés villageoises créent des écoles de fortune appelées centres d'éducation communautaire, très nombreux dans la région. Au cours de leur journée, la 4e du genre, les instituteurs ont salué les efforts des autorités de la région en faveur de l'éducation des enfants et exprimé des doléances. Des doléances qui ont eu des échos favorables auprès des autorités locales et du représentant du ministre de l'Éducation nationale. Ce qui pourrait venir dans la région du Bois-Clair d'une manière générale, ça rentre dans le vaste programme de la scolarisation universelle. Le président de la République a planifié cette scolarisation universelle avec la construction massive, n'est-ce pas, des classes. Donc aucune région n'est oubliée. En reconnaissance aux efforts du président du conseil régional, son épouse, Patricia Legré, a été honorée par la mutuelle des instituteurs de l'enseignement primaire de Sassandra. L'eau potable, une denrée rare à Tromambo, c'est dans la région de Nzikomwe. L'ONG Habitat for Humanity a décidé de voler au secours des populations de la dite région, ce en réhabilitant la pompe d'eau défectueuse du dit village. 6 autres villages, dont le Nzikomwe, ont bénéficié de ce projet de rénovation de pompe hydraulique. On en parle avec Kwasi Mamadou. Voilà, donc tu vas montrer aussi. Les populations de Tromambo, dans le département de Dimboko, peuvent être heureuses. La pompe d'eau du village vient d'être réhabilitée par l'ONG Habitat for Humanity et ses partenaires. Je suis très heureux de voir que la pompe fonctionne et que les gens ont l'air d'être contents d'avoir de l'eau potable pour pouvoir boire de l'eau potable et non de l'eau sale de la rivière. Ils ont venu arranger nos pompes. En tout cas, vraiment, je suis content. La population est contente. Pendant des années, les populations se débrouillaient comme elles le peuvent pour avoir de l'eau potable. Leurs difficultés n'ont pas laissé indifférents les responsables de l'ONG Habitat for Humanity. Nous savons que ce n'est pas une eau d'une bonne qualité, mais puisque nous sommes dans le besoin, comment faire? Donc il s'agit donc pour nous d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, notamment les populations, leur permettre donc d'avoir accès à de l'eau potable. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que le partenaire a accepté de venir donc s'enquérir des travaux, visiter, s'assurer que le partenariat est effectif, mais surtout s'assurer que les populations ont aujourd'hui donc de l'eau potable. Le projet a permis de réhabiliter 50 pompes à motrices humaines dans plusieurs localités du pays. Habitat for Humanity a également initié avec ses partenaires, dont le Lions Club Abidjan-Kalao, la construction de 35 logements sociaux offerts aux personnes handicapées dans le département de Dimoko. Une page culture dans ce journal avec la 4e édition du concert Viva la Musica. L'harmonie retrouvée, c'est le thème retenu pour cette année. Ce concert qui vise à consolider la paix retrouvée dans le pays a vu la participation d'une 60aine de joueurs d'instruments classiques de plusieurs nationalités. Compte rendu Koné Pargasso. Essouma Cédric, Dirisco Francesco, Lamine Moira, Frakedine Carla Luna et bien d'autres au piano. Payan Ainaïs, Dirizo Lorenzo à la guitare, Giranoa au violon et Dirisco Karine à la flûte à bec. Nous sommes à la salle des fêtes du centre culturel allemand dans la commune de Cocody. Ici se tient le concert 2015 de Viva la Musica. Une 60aine d'enfants et d'adultes se succèdent sur le podium. Ils manipulent des instruments classiques et modernes. L'initiative est du groupe Viva la Musica, dirigé par des Ivoiriens et des Japonais. C'est à ces enfants-là de s'exprimer, de rencontrer d'autres enfants et de prouver leur propre talent au contact des autres parents, des autres enfants. En présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamban Lamine, son époux et de nombreux parents, ces tout petits, des élèves pour la plupart, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire d'artistes musiciens. Je suis content de jouer au piano. Je souhaite bonne chance à mes camarades aussi. Tous les enfants ont très bien joué, des morceaux très variés. Ce concert, un échange international de musique et de culture, est à sa 4e édition. L'harmonie retrouvée,
Thème retenu pour ce concert 2015 de Viva la Musica. La traite négrière de l'Afrique à l'esclavage aux Antilles et en Guyane française. Le sujet sera au cœur d'un événement. Ce sera du 10 mai au 10 juin prochain, au cours donc des journées d'hommage aux victimes de la traite négrière, journée dite de mémoire, une initiative de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. On en parle avec Elias Adou et Christelle Menant. La traite négrière de l'Afrique à l'esclavage aux Antilles et en Guyane française. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, AAGCI, veut rendre hommage à toutes les victimes de ces faits historiques. Des journées mémoire sur la traite négrière ont ouvert leurs portes le 10 mai dernier à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Notre principal objectif est de rendre hommage à nos anciens, victimes de systèmes qui a permis de déporter en toute légalité des millions d'Africains vers ceux qui, à l'époque, étaient convenus d'appeler le Nouveau Monde. Il n'a jamais été simple d'évoquer cette époque ou ce système qui déshonore à jamais l'humanité. La ministre Raymonde Goudou Kofi, représentant son homologue de la culture et de la francophonie, a abondé dans le même sens. Des hommes et des femmes, dans la force de l'âge, ont été arrachés à leur terre d'Afrique. Ils ont été arrachés à eux-mêmes. Ils ont été arrachés à leur statut d'êtres humains. Considérés comme de la marchandise, le pied dans les fers, ils ont été parqués dans les cales des négriers pour un voyage au long cours, le voyage du non-retour. L'histoire ne peut s'effacer au fil des années et nous avons le devoir de transmettre cette histoire à nos enfants. Présente à cette cérémonie, l'ambassadrice du Nigeria en Côte d'Ivoire, Ifeoma Akabougou. Son compatriote, l'artiste peintre Benny Bébé, a exposé ses œuvres relatant de la souffrance des victimes, de la traite et de l'esclavage. Projections de films, conférences débats, buffets du marronnage et dîner gala meubleront et refermeront les portes de ces journées mémoire le 10 juin prochain. Cette information pour terminer, première apparition du président burundais aujourd'hui, ce depuis donc la tentative de coup d'État manqué. Pierre Nkurunziza est apparu ce dimanche à son palais de Bujumbura. Il s'est exprimé devant les journalistes de la presse nationale et internationale, ce sans évoquer les derniers événements politiques dans son pays. Après un coup d'État manqué, Bujumbura connaissait aujourd'hui une journée de trêve, mais toujours dans la crainte de représailles du pouvoir burundais. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.